Bonjour, soyez les bienvenus. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle du risque climatique et de son impact sur les produits financiers. Eric Van Nabeek, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle ISR chez OFIM. Déjà, pardon, un peu de pédagogie. Expliquez-nous un petit peu ce que recouvre déjà ce risque climatique. On va poser un peu les choses. Alors, le risque climatique, l'idée que les phénomènes liés au climat puissent avoir un impact sur les investissements, donc sur la valeur des actifs qui sont dans les fonds qui sont proposés au public, c'est une idée qui est relativement récente, c'est une idée qui naît en 2015, et en fait, c'est pour la première fois, on va considérer non pas l'impact des entreprises sur le climat, mais l'impact du climat sur les entreprises et donc sur leur valorisation. Donc c'est véritablement un renversement de perspective par rapport à l'idée qu'on avait l'habitude d'évoquer. Ça veut dire qu'un risque climatique qui, pour le coup, est mal géré ou mal anticipé par une entreprise peut générer à terme, dans un second temps, des risques, des dégâts, pour le coup, colossaux, que ce soit en termes de performance, d'image, de résultats? Oui, tout à fait. Alors, on catégorise ce risque climatique en trois grands pavés. Le premier, les risques physiques, qu'on comprend relativement simplement, mais je vous donnerai des exemples d'impact financier. Ce qu'on appelle le risque de transition, et puis, dans un troisième temps, le risque de réputation ou les risques judiciaires. Alors, sur les risques physiques, je disais, l'idée a été formalisée en 2015 par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui s'adresse aux assureurs en leur disant, vous avez l'habitude de payer des sinistres, très bien, bon, vous savez que le climat, les événements climatiques extrêmes augmentant, vous en payez de plus en plus, mais ce dont vous n'avez pas conscience, c'est que il n'y a pas que la partie des sinistres que vous payez, il y a aussi les actifs qui sont la contrepartie des primes que vous touchez, qui sont investis, et la valeur de vos investissements est à risque. Elle est à risque d'abord parce que les risques physiques augmentant, eh bien, la valeur des entreprises peut s'en trouver affectée. On a des exemples. On a eu en Thaïlande des inondations qui ont fait que toutes les chaînes de production automobile dans le monde ont été affectées. C'est-à-dire que, tout simplement, les boîtes de vitesse n'arrivaient plus. Elles ne sont plus arrivées. Bon. Donc, Et sans boîte de vitesse, là, pas de voiture. Pas de production de sans voiture. boîte de vitesse, pas de voiture, même si c'est une automatique. Et donc, tout simplement, l'arrêt des chaînes de production, tout ça, ça a un coût. Là où on a pu véritablement chiffrer, il y a une entreprise allemande, qui, elle, a été impactée par le phénomène contraire, c'est-à-dire pas les inondations, mais la sécheresse, parce que ces matières premières étaient transportées par bateau sur le Rhin. Or, on a eu un épisode de sécheresse. Et là, l'entreprise a dû mettre à l'arrêt ses chaînes de production et elle a déclaré, ça m'a coûté 100 millions d'euros. Donc on voit tout de suite que c'est un impact, cet impact physique, il est réel. Il est réel aussi parce que 50% de la population mondiale habitant sur les côtes, les unités de production sont dans les complexes portuaires, et si on devait faire face à une montée progressive ou brutale du niveau des océans, peu importe, la valeur de toutes les unités de production qui sont situées près des côtes en serait impactée, on serait obligé de les déménager, etc. Ouais. etc. Donc, l'analyse financière, je dirais, simplement sur ce simple risque physique, est obligée de s'adapter pour prendre en compte l'exposition des différentes entreprises à ce risque-là. D'autant qu'un arrêt de chaîne de production, c'est une chose. On a eu carrément aux États-Unis une faillite liée pour le coup au changement climatique dans le secteur de l'électricité. Ça peut conduire Oui, alors aussi tout à la à mort fait, d'une boîte. Pardon ? Ça peut conduire aussi potentiellement à la mort d'une boîte, enfin la faillite d'une boîte. Alors, ça peut conduire à la mort d'une boîte. Là, on passe tout de suite dans le risque, ce qu'on appelle le risque réglementaire ou le risque judiciaire. C'est, vous faites référence, j'imagine, à cette grande entreprise d'énergie californienne qui a été accusée par tout simplement le mauvais entretien de son réseau, de ses installations, d'être responsable des feux de forêt qui ont ravagé la Californie. Il y a eu un certain nombre de dépôts de plaintes qui se sont accumulés, et l'entreprise n'a pas eu d'autre choix que de se déclarer en faillite.
parce que le montant des dommages qui étaient réclamés était très supérieur aux réserves qu'elle avait. Donc voilà encore un exemple d'un risque climatique. Mais là, ce que vous évoquez, c'est aussi la conséquence d'un risque, je dirais, presque physique. La nouveauté dans l'ensemble de ces risques climatiques, c'est ce qu'on appelle les risques de transition. Les risques de transition, c'est l'idée qui est développée en 2015 par le gouverneur de la Banque d'Angleterre, de dire nous ne pourrons pas brûler toutes les réserves fossiles que nous avons, tout simplement parce que la planète ne le supportera pas. Parce que le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique va être tel qu'il y aura une action politique pour empêcher les producteurs d'énergie à base d'énergie fossile d'exercer. Donc on voit tout de suite, il suffit de regarder l'importance des compagnies pétrolières et des compagnies énergéticiennes dans les indices européens et mondiaux, pour se rendre compte qu'à partir du moment où on décrète d'une manière ou d'une autre un arrêt de production, la valeur des investissements risque d'en souffrir de façon brutale. On voit bien juste, Eric Van Abbeck, on voit bien donc l'impact du potentiel dérèglement climatique, du risque climatique sur les comptes des entreprises, mais comment vous le quantifiez, comment vous le mesurez, puis comment vous intégrez ça, comment vous l'implémentez, ce risque climatique, pour le coup, dans votre gestion financière? Comment est-ce que vous calculez, comment est-ce qu'on arrive à dire, ben voilà, ça peut coûter potentiellement X millions, centaines de millions d'euros à telle boîte ou telle boîte? Alors, on a un mécanisme qui était prévu par le protocole de Kyoto, c'est-à-dire il y a déjà presque une trentaine d'années, qui était de mettre en place ce qu'on appelle des crédits carbone. Alors, les crédits carbone, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donner un prix à une matière première qui aujourd'hui est gratuite, qui est l'air, et obliger ceux qui le consomment, c'est-à-dire qui le polluent, à en payer le prix. La mise en place aurait été extrêmement efficace si elle s'était faite au niveau mondial. C'est ce qui était prévu par le protocole de Kyoto. Ça n'a pas eu lieu. Seule l'Europe a fait les premiers pas. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des prix du carbone qui tournent autour de 40 euros la tonne. Donc les pollueurs sont obligés de faire l'acquisition de ces crédits carbone pour continuer à exercer. Et tout cela, bien évidemment, a un coût. Donc ce coût peut être pris en compte par l'analyse financière et surtout être projeté. Parce qu'on peut très bien faire des projections sur différents scénarios de prix du carbone et sur l'évolution du mix énergétique d'une entreprise ou de la qualité plus ou moins écologique des produits qu'elle propose. Et c'est cela qui va permettre, si vous voulez, en impactant les cash flows futurs, de dire la valorisation de cette entreprise, compte tenu du prix du carbone, eh bien, la valorisation de cette entreprise est trop importante, elle ne vaut pas ce qu'elle devrait valoir. Et donc, potentiellement, elle sort du portefeuille? Pardon, je fais le lien avec la gestion de portefeuille. Alors, elle peut tout à fait, à partir du moment où on intègre cette donnée, elle peut très bien ne plus être considérée comme une valeur à l'achat. C'est important parce que ça signifie aussi dans les investissements responsables que l'on va couper ou renchérir le coût de financement des entreprises qui ne mettent pas en place les mesures qu'il faut pour adresser les questions liées au climat. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, cette idée du risque climatique a un autre versant qui est l'idée de l'opportunité. Oui. Il y a une opportunité pour les entreprises à se transformer et à rentrer dans des productions qui sont moins impactantes pour le climat. On a un très très bon exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Ørsted, qui s'appelait Dong, qui était des éoliennes. Énergéticien, pardon. Qui fait des éoliennes. Et qui en 2008 avait un mix énergétique à base de charbon et de pétrole, et qui aujourd'hui est le leader mondial des parcs éoliens offshore, et qui a véritablement fait une transformation complète de son business model. Donc, il y a un risque climatique, il offre des opportunités, donc ce sont aux analystes financiers et aux gérants de portefeuille
à choisir quelles entreprises ils souhaitent financer. L'idée qu'on veut faire passer aujourd'hui, Eric Van Nabeek, c'est que ce risque climatique peut impacter la performance. On est bien documenté aujourd'hui là-dessus pour dire que oui, c'est vrai, c'est une réalité aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est une réalité. Alors, les données que nous utilisons ne sont pas aussi détaillées, aussi précises que nous aimerions qu'elles soient, mais c'est véritablement un élément qui est en très fort progrès et que la réglementation européenne pousse, et notamment sur l'obligation qui est faite aux entreprises de déclarer la qualité plus ou moins verte des produits et des processus qu'elles mettent en œuvre. On finit là-dessus, mais ça veut dire que le rôle aujourd'hui, pour vous en tout cas, d'un asset manager, plus que jamais, c'est de bien prendre en compte, de bien identifier ce risque climatique sur l'ensemble des portefeuilles. Tout à fait, et d'ailleurs la réglementation européenne qui est en train de se déployer nous y conduit directement. Je dirais que même pour ceux qui ne le voudraient pas, le choix est derrière eux. Voilà. Merci beaucoup Eric Van Nabeek, donc directeur du pôle ISR chez OFI. Et puis évidemment, ça vaut le coup, on revient dès la semaine prochaine sur Boursorama.